Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous présenter ce petit webinaire qu'on a concocté avec mes deux collègues. Donc moi j'ai la chance d'être Éric Malenfert, de présider aux destinées du groupe J'Expertise. Je suis géomètre expert de formation et en titre. M'accompagne aujourd'hui Thomas Largillier, qui est le directeur du département BIM et SIG, et Ludovic Danels qui dirige le département bâtiment et Bonjour. VRD, qui prendront la parole successivement. Voilà. Alors je vous propose, parce qu'on a beaucoup de choses, à se dire, et on a décidé là, de préparer un petit webinaire sur construire sur l'existant. Un changement de monde. Alors c'est quelque chose, c'est notre quotidien, nous, depuis de longues années, mais on sent que ça peut être un petit peu anxiogène pour beaucoup de personnes, et quelquefois, en fait, on nous utilise mal. Alors, on va essayer de partager avec vous le fait de bien nous utiliser. On commence d'abord par un petit contexte. Quand on parle de réhabilitation, on parle pas mal de ZAN en ce moment, de zéro artificialisation nette. On se pose un peu les questions de pourquoi, mais les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a des vraies complexités. Moins 28% de construction, c'est pas à nos amis promoteurs qu'on va aller raconter ça. Ils, vulgairement parlant, ils pleurent des larmes de sang en ce moment. C'est très 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 compliqué. Ce que l'on voit avec des disparités régionales, on l'a fait en fonction des différentes agences principales de J'Expertise. On voit que la région PACA est la plus en souffrance, mais enfin, en moyenne, on retrouve bien le un quart de construction en moins, et c'était des statistiques à 2023. Je crains que malheureusement 2024 soit un petit peu pire. Une demande très très forte de logements sociaux en augmentation, un chiffre qui est souvent mal connu, mais c'est 70 à 75% de la population française qui est éligible à du logement social sous toutes ses formes. Et clairement, la construction de logements sociaux n'est pas au regard des attentes. Beaucoup de raisons, hein, des raisons économiques, la hausse des taux, l'augmentation du coût des matériaux, des normes, une inflation de normes. J'étais avec un client qui travaille essentiellement en Afrique tout à l'heure. On sent qu'on n'est pas du tout dans le même monde, hein, c'est autre chose. Une raréfaction de foncier, des problématiques réglementaires. Puis je vais ajouter une petite photo qui est quand même pas inintéressante à regarder. Une ville, vous pouvez la voir, donc comme ça je la cite pas, qui se vante politiquement de faire moins, parce que le moins est important, moins 66% de permis accordés en logement collectif. Je suis étonné qu'on puisse s'en vanter, mais maintenant c'est un argument électoral et nous venons de rentrer en période préélectorale. Mais il y a des vraies raisons, j'allais dire environnementales sur ce ZAN. Quand on consomme 20 à 30 000 hectares d'espaces naturels agricoles et forestiers, bon, bah, vous comparez avec en gros, ça veut dire donc c'est 300 km² et c'est intéressant de savoir qu'il y a 367 à peu près km² de, de zones régionales naturelles. Donc vous voyez, en fait, chaque année, on consomme plus que ce qu'on a mis en zone régionale naturelle. Donc il y a un vrai sujet à ce niveau-là et ça joue beaucoup sur la biodiversité. Vous avez un changement de typologie très fort de la population et il est intéressant, me semble-t-il, de regarder que notre population a pas mal augmenté, mais les projections sur 2050, elles sont pas énormes. On reste à peu près dans le même périmètre. Ce qui est surtout intéressant à noter, c'est une augmentation de l'âge moyen, donc beaucoup plus âgé, 30% passera à 60 ans, et puis une très forte concentration urbaine, ce qui veut donc dire repenser une ville différemment et notamment les personnes âgées, elles ont besoin d'aménités, elles n'ont pas forcément besoin de grandes surfaces et on va le revoir d'ailleurs avec une modification de la population. Un véritable sujet qui est la préservation des forêts, c'est encore plus que des espaces agricoles puisque le cycle de l'eau nécessite fondamentalement les forêts. Je vous invite à lire la BD La vie secrète des arbres qui est une très très jolie BD sur le sujet. Et puis d'autres sujets qui sont la spéculation. Alors on rappelait quelques règles, quelques chiffres, pardon, 71% de prix de foncier qui a augmenté en 10 ans. Ça reste quand même l'un des placements préférés des Français. On comprend pourquoi. Vous prenez les plus-values immobilières de 17% en 2021 quand on était sur une inflation qui tournait à peu près à 1%.
peut imaginer qu'effectivement, c'était de bons rendements, mais ce n'était pas forcément favorable à la collectivité. Puis une évolution forte de la sociologie, 48% des mariages qui se terminent par un divorce, obligatoirement, il faut bien loger toutes les personnes, notamment qui vont accueillir leurs enfants. Et ce qu'on va retrouver, notamment sur cette slide, où vous voyez une évolution de la population française depuis 1904. Donc, on va atteindre un plateau après, mais surtout, ce que l'on voit par contre, c'est une baisse très importante du nombre de personnes par ménage, ce qui se retrouve donc tournant vers les 2,2 en moyenne, et ce qui se retrouve enfin dans les demandes de logement, vous voyez des logements d'une à deux personnes, mais avec forcément tout un tas de consommation d'espace. Il n'y a que les chambres qui ne se mutualisent pas, mais le reste se mutualise, et encore les chambres. Un couple mutualise sa chambre. Donc, ce sont des espaces supplémentaires, et donc il faut plus de bâtis pour finalement des familles plus petites. Donc plus de logements à population équivalente. Un enjeu important qui est la raréfaction des ressources et surtout le bilan carbone global. Une attention au demeurant, puisque nous on fait les PEMD, on fait tous ces trucs-là. Il est intéressant quand même de faire attention à se dire quelquefois il faut mieux démolir. Donc attention de ne pas être dogmatique. On peut constater par moment qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir démoli et d'avoir reconstruit avec quelque chose de beaucoup plus performant. Effectivement, le bilan carbone est moins bon au moment de la construction, mais il sera bien meilleur dans les années qui vont suivre. Donc, encore une fois, il ne faut pas être dogmatique, il faut analyser sujet par sujet. Construire la ville sur la ville, on a toujours su le faire. Alors, c'est une de mes villes préférées, donc je vous présente Vézelay, mais c'est siècle après siècle, on a construit. Et donc, il faut accepter quelquefois, c'est d'être un peu schumpeterien, c'est la destruction créatrice. C'est d'accepter de démolir pour reconstruire, pour faire mieux, pour améliorer. Mais on peut construire sur la ville. Puis, il y a un des gros enjeux dont on parle peu. Alors, on tenait à juste le rappeler, c'est le sable. La pénurie de sable est l'un des véritables sujets pas trop évoqués, qui fait l'objet de très nombreux meurtres parce que c'est une véritable mafia. Et là aussi, il y a une très bonne BD qui existe. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien, mais je vous invite à la lire et on peut éviter par moment le béton, me semble-t-il. Alors, les critères d'une réhabilitation réussie, au sens où nous l'entendons, c'est réhabiliter, c'est rendre apte à un usage déterminé et aussi restaurer certaines fonctions du milieu. Donc, il y a bien le côté environnemental en même temps. C'est sûr que il faut pouvoir réussir à donner ce nouvel usage. Il y a beaucoup d'usages. Je crois que c'est une palissade de dire qu'il y a un paquet de bureaux dans Paris qui ne seront plus des bureaux plus tard, ou en tout cas qui n'ont plus l'attrait. Il va falloir les transformer. Mais il faut le faire dans un cadre où le bilan économique est préservé, d'autant plus aujourd'hui, où les sous commencent à manquer, où la performance énergétique est améliorée, où la concertation avec la population, je pense que jamais dans notre vie, on a autant eu besoin d'obtenir un consensus. Et on sait que ce consensus est difficile à obtenir. Alors, il y a des moyens de l'obtenir, me semble-t-il, qui ne sont pas mis en œuvre, notamment la simulation et un dialogue beaucoup plus moderne et jeune avec l'ensemble de la population qui ne s'adresse pas que aux têtes blanches comme moi. Et des gains de productivité, des gains d'études. Cet exemple, par exemple, qui est le Péninsula, avenue Kléber, vous voyez, les structures métalliques ont été non seulement modélisées en mode géométrique, mais aussi en mode paramétrique, nomenclature, ce qui a permis au bureau d'études de poser ces hypothèses tout de suite et non pas d'être obligé de reprendre la maquette du géomètre que nous étions et d'être obligé de tout repenser et tout refaire. Alors, que fait J'expertise pour vous? Je vais vite, mais c'est parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Alors, J'expertise fait beaucoup de choses pour vous. J'expertise, nous sommes une société pluridisciplinaire. Il y a des géomètres, mais il n'y a pas que ça. Il y a des thermiciens, des architectes, des OPC, des diagnostiqueurs, etc., des juristes. Et nous avons synthétisé quelques-unes des activités que nous pouvons et des prestations que nous faisons. On a essayé de les mettre un petit peu dans le phase d'une réa, vous voyez, avec la programmation, ou ce serait vrai aussi même pour du neuf, programmation, faisabilité, APS, etc. Et par les petits carrés de couleurs, et cette slide est souvent envoyée aux clients, donc n'hésitez jamais à nous la demander, on vous l'enverra. Ce sont un peu les points qu'il ne faut pas oublier, sur lesquels on peut venir intervenir, sachant que plus ils sont demandés tard, plus c'est compliqué et plus ça risque de retarder le projet, ce qui peut être d'ailleurs une des conclusions qu'on fera tout à l'heure. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de tous ces documents et je passe la parole tout de suite à Ludovic, notamment. Merci. Cette slide. J'espère que tout le monde m'entend bien.
Donc, en fait, on commence sur la résilience climatique. Bah, on est déjà bien dans le sujet avec tout ce qui a été évoqué préalablement sur la préservation de l'eau. Et donc, on a aussi à prendre en compte tout un tas de risques. Et des risques climatiques, il n'en manque pas. Et il se trouve que ces risques climatiques, ils vont avoir tendance à s'aggraver. Alors, il ne faut pas non plus être trop alarmiste, mais il faut être réaliste et on est en capacité de fait à vous accompagner à la détermination du coût de l'inaction face à ces dérèglements climatiques. Et donc, ça a un impact direct sur la valeur de votre bien. On évalue les investissements à prévoir selon les priorités et les différents aléas qui touchent le territoire où se trouvent vos actifs. Et in fine, il s'agit de connaître la véritable valeur de l'actif aussi si vous êtes dans une logique d'acquisition et on va être en mesure de vous accompagner pour pouvoir vous projeter dans 30 ans, savoir est-ce que la valeur de l'actif elle aura toujours eu la même ou si vous êtes en train de faire un investissement qui va être à fond perdu. Voilà, donc c'est Donc là, quelques on est un peu grands. dans la phase zéro. Pardonnez-moi Ludo, on est dans la phase zéro en fait de l'analyse du patrimoine qui va conduire à des réhabilitations ou pas. Et donc, quelquefois, on arrive à la conclusion, faut réhabiliter parce qu'on ne pourra pas répondre aux risques bioclimatiques, comme le Donc, disait ou Ludo. bien c'est un état par rapport à un patrimoine que vous avez l'intention de garder ou de valoriser, ou alors c'est dans une posture plutôt d'aller chercher un investissement. Voilà. Alors ça, c'est différents sujets que nous traitons. Vous voyez le petit plan aéroparcellaire. En fait, on aime beaucoup le design chez J'expertise le graphisme. Et donc, quand vous allez vouloir analyser un site, eh bien, on va venir regarder un petit peu faire une présentation avec les noms des voisins, les parcelles qui sont concernées, une vue aéro, etc. Donc, ce petit document, alors qui coûte pas cher, hein, ça coûte 150 euros. Généralement, c'est celui qui va être le plus échangé entre les notaires, tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous demander ce genre de documents. Nous aimons beaucoup. Et puis, je te repasse la main, Ludo. Après, il y a les analyses droit à construire et usage, c'est sur la slide suivante. Mais donc là, on va aller regarder, notamment par exemple à Paris, tous les L631-7, les destinations, les usages, etc. Ou la faisabilité. Ludo, c'est pour toi. Oui, donc tout ce qui est lié à l'étude de constructibilité, quand vous avez une vue sur un terrain, donc on est en capacité de vous accompagner à une lecture la plus réaliste possible des documents d'urbanisme. Et sur également la loi climat résilience qui impose, vous le savez certainement, ou si vous ne savez pas, on va vous conseiller pour la mise en place de parkings qui sont désimperméabilisés et ombragés. Donc pareil, donc c'est lié également avec notre capacité d'avoir des partenariats avec un ensemble de concepteurs type paysagiste avec lesquels on vient marier finalement notre trame bleue, puisqu'on s'occupe de toute la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, avec toute la trame paysagère qui va pouvoir apporter cet ombrage. Alors il y a aussi, évidemment, on pourra en reparler, mais il y a aussi les ombrières. Mais là, on est plutôt sur des solutions ici qu'on souhaite le plus low technologie. Voilà. Voilà, la réhabilitation d'un bâtiment, c'est aussi la réhabilitation de son site et donc de le rendre frais, agréable, avec un bon traitement des eaux pluviales. Alors, bien entendu, après, on va commencer à rentrer dans le dur. Vous commencez à avoir détecté votre terrain, vous rentrez dans la partie faisabilité, vous avez besoin du plan topographique, alors tous les types de plans topographiques que vous pouvez imaginer, mais un aspect un peu spécifique aussi chez nous, c'est la détection de réseau qui est intégrée. On a notre propre équipe. Et vous avez souvent ces besoins-là parce que les DICT vont vous donner tout un tas de plans concessionnaires qui sont quand même mieux faits qu'il y a 20 ans. Hein, c'est quand même une meilleure qualité. Mais à l'intérieur du terrain, il n'y a rien. Et puis après, il va falloir aussi faire le marquage au moment des travaux. Donc il y a à la fois la détection, mais il y a les marquages. N'hésitez pas, appelez-nous. L'équipe détection de réseau sera ravie de pouvoir répondre à vos sujets. Et puis, n'oubliez pas non plus la détection de réseau à chaque fois que vous allez faire, dans le cas d'une réa ou d'une transformation de site, vous allez faire une division foncière. Très souvent, il y a des créations de servitudes liées à des réseaux.
Et mal les identifier peut poser, en tout cas on le constate, des problèmes par la suite. Donc c'est un sujet à traiter le plus en amont possible également. Après, toujours dans la représentation de l'existant, dans toutes ces composantes, ce qui est quand même notre mantra à nous, d'ailleurs tous les relevés classiques. Alors le relevé des berges, vous savez, la figure de mur mitoyen, qui est un relevé pas toujours évident à faire en mode contraint, bâti, puisque c'est pas démoli, donc il faut deviner jusqu'où ça va. Alors, il y a deux aspects sur lesquels on veut attirer votre attention. D'abord, négligez pas le fait de faire les héberges, parce qu'assez souvent, il y a des problèmes de prospect, de positionnement de cheminée, de choses comme ça. Négligez pas de nous aider à accéder chez les voisins. Donc, c'est compliqué de faire des héberges si on n'accède pas chez les voisins pour une raison, c'est que s'il y a des ouvertures, ces ouvertures, il faut qu'on les qualifie. Est-ce que ce sont des jours ou des vues? Sachant qu'une vue se prescrit, donc ça peut devenir un droit acquis, tandis qu'un jour ne se prescrit pas, sauf que la ville de Paris, par exemple, peut imposer de préserver des jours avec pour des questions de ventilation, de salubrité, de choses comme ça. Donc c'est quand même très important. Et pour qualifier une vue, si on n'a pas les hauteurs de plancher et choses comme ça du voisin, c'est très difficile de la qualifier. Et puis il y a un autre aspect avec les héberges. Mais les héberges, comme pour les planchers, c'est que une héberge, le mur n'est pas forcément parfaitement vertical, et quand vous allez venir vous accoler, alors même s'il y a un joint de dilatation, il peut être intéressant de savoir que ce pignon est ventru, gonflé, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous a montré sur la slide de gauche. C'est vrai pour une paroi verticale, c'est vrai pour un sol, parce que vous avez des sols déformés souvent en réhabilitation. Bon, là, pouvoir les sortir grâce à, ce sont des bases de scan, hein, mais sur avec des plans de référence qui vont être calés, de sortir sous forme d'isohypse tous les écarts qu'il peut y avoir, qui sont absorbables ou pas absorbables, et grâce à ça, ça évite les mauvaises surprises au moment des travaux. Et l'une des clés de la réhabilitation, c'est d'étudier le mieux possible en amont pour avoir le moins de problèmes en aval, sachant qu'on a moins ce problème-là quand on fait du neuf sur un terrain nu. Donc dans tous ces relevés, bien entendu, beaucoup de relevés avec des scanners. Pas obligé, on peut aussi en faire avec des 5 mètres, avec des théodolites, avec tout. Ce bâtiment, c'était un bâtiment qui était très 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 chargé, c'était à Bordeaux, et c'était le siège du Groupama, et vous voyez, il y a beaucoup d'équipements. Il a été entièrement curé en 2 mois, mais ça a été par des gens du voyage qui habitaient juste à côté. Donc là, le curage n'a pas fait l'objet d'une étude très très approfondie, si vous préférez, en termes de PEMD, mais sinon, quand vous avez un bâtiment comme ça à relever, demandez-nous en même temps le PEMD, vous savez, produit, équipement, matériaux, déchets, puisqu'on peut le faire, et c'est bien de le faire en même temps qu'on fait le relevé, parce qu'on va identifier les matériaux pour les quantifier. Après, bien entendu, il y a tous les plans classiques de façade, de toiture, de plans d'étage, etc. Mais il peut aussi y avoir, Thomas, je te laisse réagir là-dessus. Belle image de la cathédrale de la Major à Marseille. Cette torto-image. C'est aussi ce moment-là de relever de l'existant assez rapidement, de pouvoir générer des visuels ou des informations. Ici, une image qui peut servir de fond de plan, parce que c'est une image qui est métrique, qui peut servir de fond de plan dans AutoCAD ou dans n'importe quel outil de dessin, qui va vous permettre deux choses. D'une part, d'avoir une vision un peu plus fine et plus précise du bâtiment tel qu'il est actuellement, et aussi de pouvoir aller valider, ou en tout cas aller comparer ces éléments avec une base documentaire que vous auriez sur place, des archives de plans, des vieux documents qui n'ont pas été dépoussiérés depuis quelques années, et de pouvoir visualiser très rapidement sur base de ces images qu'est-ce que vous allez pouvoir réexploiter dans toute la durée de vie du projet. Donc ça, n'hésitez pas à nous les demander. Pareil, c'est peu coûteux, c'est assez facile à générer par grand volume, en élévation, en coupe ou en plan à différents niveaux. Alors, et je compléterais que de temps en temps, ce qu'on a eu comme objection, c'était des architectes qui, à juste titre, craignaient qu'en fait le maître d'ouvrage dise tenez, vous fournissez ça, puis l'architecte fera sa coupe. Non, c'est pas la même chose. Faire une coupe, on la dessine, c'est une chose, mais ça prend du temps. L'avantage de l'ortho-image, c'est qu'en sortie de chantier, à partir du moment où c'était une mission faite en all scan, hein, on a tout scanné, en sortie de chantier, une fois que les nuages de points sont assemblés, calculés,
on peut en sortir autant qu'on veut. Et comme le dit Thomas, on va faire des coupes dans tous les sens, donc y compris horizontalement et verticalement. Elles vont permettre de lever tout un tas d'hypothèses. Mais il ne faut pas que ça vienne remplacer les coupes, parce que la coupe, il y a quasiment un engagement contractuel dessus. Mais ça va permettre de lever plein d'hypothèses, des hauteurs, des largeurs, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment un outil d'accélération, de réflexion dans un cas de réhabilitation. Et on insiste vraiment là-dessus parce qu'on trouve que c'est un outil pas assez utilisé et généralement les concepteurs ou les constructeurs, quand ils y ont goûté, ils peuvent plus s'en passer. Un petit sujet qui est quelquefois amusant à connaître, c'est que à l'occasion d'une refonte ou autre, c'est pas forcément une réhabilitation lourde, ça peut être une amélioration. On vous montre les terrasses, mais les terrasses de restaurants peuvent représenter jusqu'à 80% du chiffre d'affaires d'un restaurant. Et les demandes de terrasses c'est très normé et les services instructeurs aiment bien qu'on fasse des dossiers de belle constitution. Donc, on en fait pas mal, on a un très beau taux de succès, donc c'est pour ça qu'on en parle aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle au service instructeur le langage qu'il a envie d'entendre. Et c'est pas un bout de machin griffonné, comme de temps en temps certains restaurateurs font, ce qui est dommage parce qu'en fait, après, leur dossier pose des problèmes. Mais c'est aussi au moment de cette faisabilité, c'est le moment où on va essayer de penser différents sujets. Thomas, je te rends à nouveau la parole. Oui, aussi des points et puis on le verra après dans la slide après qu'il y a d'autres éléments importants, mais c'est aussi fondamental de ne pas se concentrer uniquement sur le bâtiment en tant que tel et le bâtiment sur lequel on va avoir une opération, mais dans son environnement global, ses environnements d'abord. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible de modéliser ou de visualiser dans différents environnements à l'échelle d'un quartier, en 3D, en 2D ou en 3D. Il y a des données qui sont gratuites, qui sont ouvertes. On a la chance dans notre pays de pouvoir s'appuyer sur des ressources publiques à l'échelle du territoire, à l'échelle du pays. Et du coup, on manipule, nous, dans nos équipes, tous ces éléments, toute cette donnée diverses et variées de différentes origines qu'on peut mettre en place dans des visualisateurs ici sur la plateforme ArcGIS, qui nous permet, sans contrainte d'outils, sans contrainte de technique, de visualiser un projet ou une faisabilité dans son environnement global et pas uniquement à l'échelle d'une parcelle. Et alors j'en profite d'ailleurs pour... tout à l'heure, on parlait que je vous évoquais dans le sujet de la réhabilitation, mais comme de la construction en général, il y a le sujet de la concertation. Alors moi, je m'étonne toujours que la concertation digitale soit que l'usage du digital soit très faible dans la concertation. On a aujourd'hui des outils, alors là, en l'occurrence, c'est pas un projet de chez nous, hein, j'ai pris ça sur le site d'Autodesk, mais avec un outil que nous utilisons, qui est Forma. Il y a tous les outils qu'il faut pour faire de la simulation, à la fois de la simulation pour la performance du bâtiment, pour lui, intrinsèque, mais aussi pour aider les services instructeurs, mais les services même politiques de la ville, à montrer à quel point un projet a tenu compte de son environnement. Alors, ces outils de simulation, comme l'évoquait Thomas tout à l'heure, vont permettre non seulement de visualiser, mais là, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on s'est intéressé aux voisins. On s'est intéressé à l'impact qu'a un bâtiment en termes d'ensoleillement, de vue, d'eau, de trafic de personnes, de tout ça. Et ça se fait extrêmement vite dès la faisabilité, sans faire, avec des coûts très réduits. Et les 20% d'efforts vont rapporter 80% du résultat final. Les 20% suivants qu'il faut aller chercher, ce seront des bureaux d'études très spécialisés qui le feront, ce sera plus coûteux, mais par contre, le projet aura suffisamment avancé pour que ça vaille le coup. Donc, n'hésitons pas, je trouve vraiment que ce soit dans la création des PLU, des PLUI, mais que ce soit même dans le dépôt des permis, nous utilisons vraiment de façon insuffisante, notre industrie immobilière utilise de façon insuffisante ces outils-là, et donc ne donne pas suffisamment matière aux maires et aux services instructeurs pour montrer à la population qu'on a tenu compte de l'impact de l'immeuble et donc de différentes configurations vis-à-vis de son environnement. Voilà, c'était un petit sujet, mais qui peut être un sujet qui aide beaucoup après dans l'échange, dans la négociation. Puis alors, on arrive au moment de l'APS, et au moment de l'APS, on commence à un peu mieux cibler tout. Il va y avoir, alors,
le PEMD dont je vous parlais tout à l'heure, il va être produit. Là, on sait qu'on y va, donc on va faire toute la détection des matériaux et leur quantification. Ce qui est dommage, c'est quand on voit, pour certains, ils sont faits sur la base de plans de sécurité. Honnêtement, on est à 30-40% près des matériaux qui sont déclarés. Donc, les tableaux paraissent les mêmes. Vous savez, c'est pour les plus anciens d'entre vous, c'est Canada Dry. Mais si on veut faire des PEMD qui servent à quelque chose, il faut quand même avoir des quantités qui veulent dire quelque chose. Voilà. Sachant que le PEMD, il aura, et on le verra dans le temps, mais il aura même de l'intérêt à être fait en phase de gestion des bâtiments, de façon à connaître le poids carbone, le poids matériaux, le poids eau, le poids composant d'un bâtiment dans sa gestion. On n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on l'est au niveau de sa démolition au-delà de 1000 m². Et puis, c'est l'occasion de repenser. Alors là, c'est à tour par Dieu qu'on a eu la chance d'aller repenser. Elle est réhabilitée juridiquement. Elle n'est pas réhabilitée en termes de composants parce que sa définition juridique était mal fichue et donc il a fallu la repenser complètement. Donc c'était tout à fait intéressant à faire. C'est pas fini dans les négociations maintenant entre propriétaires. Thomas, je te rends la parole sur celle-là pour la phase avant projet sommaire. Merci Eric. Quand on rentre un peu plus dans le détail du projet et quand on rédige en phase APS des documentations, on va commencer effectivement à vouloir modéliser l'existant, quelques éléments de projet, très souvent un mix de bases documentaires de plans ou alors de données qu'on aura acquis de manière complète ou partielle. C'est le cas, effectivement, on est en capacité tout de suite de réaliser ici une orthophotoplan, toujours sur la cathédrale de la Major, un bâtiment assez symbolique qu'on a réalisé l'année dernière et qui va pouvoir aller regarder, se focuser sur certains détails, en particulier architecturaux, qu'on va vouloir conserver ou qu'on va vouloir rénover. Toujours dans une phase aussi à la fois de concertation pour bien engager tous les acteurs du projet, mais aussi pouvoir aller commencer à poser certaines contraintes techniques ou en tout cas conditions de succès du projet. Et puis, on va pouvoir aller modéliser les bâtiments pour aller, si Eric, tu peux passer à la slide suivante. Oui, juste une chose, l'orthophoto par rapport à l'ortho-image, parce que quelquefois il y a des confusions. L'ortho-image, vous avez compris, c'était une image qui avait un peu l'air d'une radiographie. C'est une coupe avec une projection plus ou moins profonde du nombre de points du scanner. Mais c'est purement, si vous zoomez très fort, vous voyez tous les points d'un scanner qui délimitent des formes. D'accord ? C'est métrique, on peut mesurer dessus, on peut faire ça. L'ortho-image, on peut également mesurer dessus, mais là, il y a bien de la photo qui est totalement plaquée. Et donc, vous connaissez les orthophotos aériennes, l'orthophoto architecturale, c'est la même chose. Et vous pouvez aussi mesurer dessus. Donc, pour des états sanitaires, notamment de bâtiments, quand on est surtout sur du MH, mais pas que, c'est redoutable d'efficacité. Quand on a fait, par exemple, les ortho-images de l'ambassade de France au Portugal, à Lisbonne, l'architecte a trouvé ça tellement bien qu'il n'a pas eu besoin d'autre chose. Il n'a pas demandé de façade ou quoi que ce soit. Il a dit, moi, super, avec ça, je fais tous mes métrés, mes quantitatifs, mon état sanitaire. Donc, l'orthophotoplan a un autre usage que l'ortho-image. Je voulais juste préciser ça. Pardon, Thomas, je te passe la slide suivante. Pas de souci. Sur des bâtiments plus classiques, on va dire, plus non pas moins importants, comme une université ou un immeuble d'habitation, ces premières modélisations, ces premiers levés, ces premiers travaux qu'on va réaliser vont pouvoir vous permettre de très rapidement d'en sortir des métrés, d'en sortir des volumes, d'en sortir des surfaces, alors pas forcément au sens juridique du terme, mais qui vont permettre de mieux comprendre le projet, de mieux l'implémenter dans votre programmation et de pouvoir assez facilement sortir des premiers indicateurs, que ce soit financier ou que ce soit en termes de coûts ou de matériaux, on en a parlé aussi auparavant. Petit point important, c'est qu'on n'est pas encore dans des quantités qui vont être le plus fines et qui vont vous permettre de passer les marchés divers et variés, mais surtout au moins d'avoir une bonne idée et puis de comparer avec des éléments que vous auriez par ailleurs de modélisation de l'existant ou de plans que vous auriez dans vos bases documentaires.
Alors, pour compléter ce que dit Thomas, en réhabilitation, de temps en temps, on nous dit faire du BIM, parce que là, c'est du BIM. Faire du BIM en réa, ça va coûter trop cher, ça marche pas bien, tout ça. Alors, en fait, il y a deux aspects, me semble-t-il, que je me permets de partager avec vous. Premièrement, c'est que le BIM, c'est pas que de la maquette numérique. Voilà, c'est d'abord une maquette numérique, mais en mode constructif. Deuxièmement, un travail collaboratif, d'où l'importance fondamentale d'une très bonne entente entre l'architecte, les bureaux d'études, etc. Chaque acteur est très important et il faut vraiment travailler ensemble dès le début. Ce qui peut manquer, en règle générale, c'est du travail collaboratif et puis un workflow documentaire. Mais je me permets d'insister sur le travail collaboratif parce que Thomas évoquait un peu en sous-jacent les niveaux de load, de précision, d'amélioration de la maquette au fur et à mesure. On se rend compte que c'est comme ça que les opérations fonctionnent bien. C'est celui qui est le maître d'œuvre quand même à un moment, c'est lui qui donne le là. Quand l'architecte nous dit voilà, j'ai besoin de ça à tel moment, vous me sortez ça à tel autre moment, on peut gagner du temps, on peut le satisfaire le plus vite possible pour que lui-même puisse satisfaire son maître d'ouvrage. Et en fait, notre idée à nous, à chaque fois, c'est toujours d'être le plus collaboratif possible dans l'esprit, c'est que la mission sorte bien. Et le pur séquentiel fonctionne pas toujours très bien. Voilà. C'est aussi le moment de se poser les questions des cas d'usage et de l'usage finalement de ces maquettes, à la fois dans la phase du projet, mais aussi dans tout le cycle de vie du bâtiment, parce que une réhabilitation est bien un élément central et cœur du cycle de vie du bâtiment, à la jonction entre deux macro-cycles, entre guillemets. Et là aussi, il faut se faire accompagner, on en reparlera tout à l'heure, mais de gens compétents qui savent tirer les cas d'usage à la fois pour la partie construction, à la fois pour la partie exploitation maintenance, et de sortir le bon niveau de maquette au bon moment, au bon endroit. Absolument. Avec une convergence BIM-SIG d'ailleurs qui marche bien. Donc, quelquefois, la gestion, c'est mieux en SIG. Et on pourra peut-être en reparler, je ne sais plus si on en parle après. Au niveau de la PD, alors, un sujet, les limites. Alors, il y a un sport national en France, hein, c'est le lancer de bande dans les champs. Mais indépendamment de ça, l'AREA, c'est très souvent en milieu urbain dense. Il y a la problématique de parler d'abord avec les voisins, on est un peu discret, on ne veut pas trop. Et j'attire quand même l'attention, c'est que le bornage, ça se fait quand, juste petit rappel, on ne reborne pas un terrain déjà borné. Donc, s'il a déjà été borné par quelqu'un, ça ne se reborne pas. Donc, nous, à chaque fois, nous allons vérifier auprès des confrères, et les confrères font la même chose. S'il y a déjà eu une limite qui a été bornée, c'est pas obligatoirement tout le terrain. L'autre chose, quand c'est bâti, ça n'est pas un bornage, c'est une délimitation, une reconnaissance de limite et une reconnaissance de propriété de mur. Donc c'est pas exactement le même travail, c'est surtout les termes qui changent. Et cette reconnaissance de mur, on sait à quel point elle est importante, mais je me permets juste de rappeler que le géomètre expert, parce que c'est du domaine réservé du géomètre expert pour le coup, n'a aucune autorité pour fixer une limite. Quelquefois, on croit. On nous dit, mais non, mais vous la mettez là et puis ça va bien se passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. La limite, elle appartient au propriétaire. Nous ne sommes que les experts qui allons essayer d'éclairer les différents propriétaires de façon la plus neutre et équitable possible. Et sur les murs, on sait que voilà, le nombre d'expériences, mais je pense que parmi les participants que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, il y en a qui ont déjà rencontré ça. C'est sûr qu'un mur mitoyen typique, c'est quand même par défaut, on va se dire qu'il est mitoyen justement, mais on confond souvent la propriété de sol avec la propriété de mur. Avoir une limite de propriété qui passe au milieu, c'est pas la même chose qu'être propriétaire de la moitié du mur. Et là, auquel cas, si jamais on l'utilise, on s'appuie dessus ou quoi que ce soit, il va falloir racheter cette construction, cette propriété de mur. Donc voilà, sollicitez-nous le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que c'est souvent un sujet qui va vraiment faire allonger et tendre un dossier, notamment avec les voisins, ou qui va permettre à des voisins de négocier certaines choses. Ce qu'on voit aussi, alors je ne sais plus si on en parlait, mais tout à l'heure quand on parlait de pardonnez-moi, de l'aspect foncier et juridique, avec les ASL et les AFUL. Vrai sujet avant une réhabilitation qui pose un problème s'il est traité trop tard. Pourquoi? Parce que s'il faut modifier le fonctionnement d'une AFUL ou d'une SL, c'est un peu la même chose, dans une division à volume, si vous arrivez à vouloir la modifier au moment où vous avez votre projet, en fait, vous donnez à vos contradicteurs ou aux autres personnes un levier de négociation
Ah ben voilà, on parle de division volume à ce moment-là, qui vous met souvent un peu en porte-à-faux. Et on a vu des modifications d'ASL d'afflux qui mettaient 2 ans, parce que les personnes en profitaient pour négocier, et le temps est une arme de négociation massive. Vous le savez bien, comme les recours des tiers qui ont acheté un parking à côté. Alors, là, une fois qu'on a fait tous les relevés, Thomas disait tout à l'heure, on ne peut pas forcément sortir des surfaces très garanties, etc., tout au début. Là, on va quand même, une fois qu'on a fait l'ensemble des relevés d'intérieur, qu'on en a sorti les plans, on peut sortir les surfaces. Généralement, on va nous appeler, pour les surfaces, on va nous appeler à 3 moments. Les surfaces de l'existant pour savoir en gros ce qui a été acquis d'une certaine façon, sur quelle base on part, ne serait-ce que pour calculer le rendement immobilier par la suite. Alors ça va être les surfaces de plancher, les SDP, ça peut être la shopshon de temps en temps encore pour faire de la comparaison avec des permis anciens et voir les équilibres qu'il y a pu avoir, et puis toutes les surfaces habitables, surfaces de commerce, etc. On va nous appeler après sur le projet de l'architecte. Donc l'architecte a fait son projet, il a calculé ses surfaces. On vient un peu en garant de ces calculs de surface et en comparaison, et notamment pour les planchers démolis, reconstruits, avec tout ce qui va être en région parisienne, surface, la taxation sur la création de bureaux notamment, mais pas que, puis les calculs de taxes d'aménagement, tous ces calculs-là. Et puis on va venir au recollement en vérification, et assez souvent dans le contrat de promotion immobilière, dans le CPI, il y a mis une demande de garantie à l'issue. Alors c'est vrai pour du neuf comme pour de la réa, mais en réa, il y aura eu les phases intermédiaires, et ça viendra de permettre de comparer. Bien sûr, tout un tas de plans de façade, de coupe, etc. Ça aussi, on va en multiplier à ce moment-là. Un sujet qui peut être aussi intéressant, qui n'est pas toujours imaginé. Alors on rentre en phase chantier. Les implantations, bien entendu, assez souvent, et c'est pas nos amis constructeurs qui vont me dire le contraire, on nous appelle un peu pour notre assurance. Donc on nous dit, tu me mets 2 axes et 2 points de niveau et je suis content. Bon, quelquefois, on nous en demande un peu plus. Il y a des équipes de bâtiments qui, honnêtement, des équipes topo qui en implantation sont très très efficaces, donc j'en parle avec beaucoup de respect les concernant. Donc assez souvent on va nous demander ça. Bon, point de niveau, n'oubliez pas, n'en demandez pas qu'un, parce qu'une comparaison ça se fait au moins sur 2 points, et la rigidité des points qui sont implantés nécessite quelquefois quelques travaux qui sont un petit peu sérieux. En plus, attention, que ce soit en réa ou en neuf, attention au système de coordonnées qui sont utilisés. Je vous cite un exemple qui était c'était Balcon Vert, qui était gare de l'Est. J'ai eu la chance d'avoir un client qui faisait confiance. Vous avez de la voirie, vous avez la SNCF, vous avez le métro qui passe en dessous. Ils avaient les plans de tout ça, mais ils n'étaient pas dans le même système. Donc, quand j'en ai parlé à mon client, il m'a dit: et alors, est-ce que tu penses que ça joue? Je lui dis: tu vois, sur le palais des congrès, on a 20 cm d'écart entre le début et la fin du palais en fonction des plans qui sont pris par leur mode de projection. Il dit: ok, tu vas me relever le métro. J'ai relevé le métro, tout le projet a dû être déplacé parce qu'il y avait une pile du bâtiment qui touchait le métro. Alors que les plans qui avaient été fournis faisaient que normalement ça ne touchait pas. Mais c'était la projection. Donc attention à ces aspects-là. Je faisais cette digression. Mais méfions-nous de l'origine des plans et de leur mode de projection, altimétrique et planimétrique. Et puis, il y a le sujet des contrôles structurels en cours de chantier, avec des poses de capteurs, des centrales d'acquisition qui vont permettre de ne pas dépasser certains seuils fixés par les bureaux d'études structure, mais aussi acoustiques, vibratoires, sachant que les bruits solidiens sont les plus difficiles à supporter pour les voisins. Voilà, ça fait partie de la partie auscultation monitoring. Et puis, toujours dans de la modélisation, Thomas, je te rends la balle. Effectivement, une fois qu'on est en phase d'exécution, c'est aussi ce moment-là où on va pouvoir aller visualiser le bâtiment tel qu'on le reverra jamais, en particulier en phase après-curage. Et donc, c'est très important dans toute la durée du projet, d'être en relation, ou en tout cas de garder le contact avec nous pour justement, dès lors qu'il y a besoin de compléter une information, compléter une modélisation, compléter un plan, mettre à jour ces éléments avec la visualisation qu'on a au moment du projet, de pouvoir compléter. C'est ce moment-là, on va pouvoir aller faire de la modélisation assez fine de réseau
ou d'éléments de structure assez particuliers ou précis qui vont permettre, durant toute la phase d'exécution, mais aussi après dans toute la phase d'exploitation, d'avoir l'information la plus pure et la plus propre, et surtout la mieux exploitable et la plus efficace dans les autres phases de vie du bâtiment. C'est aussi ce moment où on va travailler avec, surtout dans les monuments historiques, sur des éléments d'ouvrage d'art. On peut faire effectivement de la modélisation sur des aspects techniques, mais aussi tout ce qui est habillage, tout ce qui est ouvrage, tout ce qui est statut, tout ce qui est patrimoine finalement, adjacent ou associé au bâtiment qu'on est en train de réhabiliter. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part aussi du phasage de vos projets en phase exé pour pouvoir qu'on puisse adapter nos process et vous fournir finalement le service de qualité tout au long du projet. Alors, hop, merci Thomas. C'est aussi le moment où on va avoir, alors ça c'est jamais sexy, hein, ça embête tout le monde, les diagnostics avant travaux. Mais il y a tous les diagnostics avant travaux et puis il y a les diagnostics après. L'examen visuel post-désamiantage. Typiquement, ne l'oublions pas, vous l'avez compris, chez Expertise fait tous les diagnostics, que ce soit pour la location, la vente, mais aussi avant travaux et après en contrôle. Autre petits aspects qu'on voulait soulever, alors c'est vrai aussi pour du neuf, hein, mais ça, de temps en temps, il y a ces soucis-là. Ça va être toutes les conformités. Alors, on a développé, nous, ce qu'on appelle le certificat de conformité investisseur. Parce que quand vous faites votre déclaration d'achèvement de travaux et que vous dites mon bâtiment est conforme, puisque maintenant c'est le pétitionnaire qui déclare son bâtiment conforme, il le déclare en fonction de tout un tas de critères qui finalement, alors il le dit sur la surface normalement, il le dit sur des règles thermiques, voilà, sur l'accessibilité et tout, mais au final, personne n'a été vérifié que les gabarits sont respectés et notamment la distance par rapport aux limites et puis les hauteurs, toutes ces choses-là. Et bien entendu, elles sont pas trop nos amis promoteurs qui ont envie qu'on leur fasse qu'on leur fasse le certificat de conformité parce que une fois qu'ils savent, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ils savent et ils préfèrent ne pas savoir parce qu'on les comprend. Une fois qu'ils ont fini le bâtiment, la responsabilité elle est au constructeur et à l'architecte et eux sont censés être non sachants. Mais l'investisseur, c'est pas le cas. L'investisseur, lui, va récupérer l'immeuble et le jour où il voudra le revendre ou le jour où il fera une extension, etc., il va être contraint ou pas par ce problème. C'est pour ça que c'est un certificat de conformité qui a vocation des investisseurs fondamentalement. Alors c'est vrai aussi sur les normes NFP 9120, vous savez, pour les parkings qui n'ont pas de tolérance. Donc souvent pour nos amis archi, c'est très contraignant parce que eux pensent leur parking de la façon la plus efficace possible, mais la réalisation, soit parce que les règles de DTU de béton autorisent certaines tolérances, elles. Le peintre aussi, qui met ses bandes. Et en fait, ces quelques petits trucs-là font qu'en fait, le parking, il y a des classes A qui passent en B, des B en C, quoi. C'est dommage. Et le jour où effectivement il y a quelqu'un qui vient avec sa Ferrari qui frotte un peu, il va sortir le Stanley, il va mesurer, et si jamais il n'y a pas les 5 mm, il faudra lui rembourser. Donc on a fait gagner des millions à des clients, soit en retouchant un parking juste avant sa livraison, soit en constatant que le parking n'était pas conforme par rapport à ce qui était prévu au CPI. Donc c'est un vrai sujet. Et puis il y a la logique donc, du certificat conformité investisseur complet. Je vous dis gabarit, distance, surface, pleine terre, tous ces sujets sur lesquels en fait on s'est engagé au début et de vérifier que l'engagement, mais il peut y avoir des items qui sont choisis. Et puis bien entendu, mais ça c'est pour toi Ludo, c'est avec tes thermiciens ça. Oui. Oui, donc en fait, le jeu de nos départements fait qu'avec les diagnostiqueurs, on est en capacité de vous accompagner sur les audits énergétiques réglementaires ou incitatifs. Vous le savez bien que dans le cadre de la vente d'un bien en monopropriété énergivore, F ou G, donc il y a des nécessités de réaliser ce type d'audit énergétique. On fait ça aussi également sur l'ensemble de votre patrimoine phase 2 pour le tertiaire, hein, tous ces dispositifs éco-énergie, avec toute notre équipe de thermiciens, énergéticiens sur l'ensemble du confort hivernal, mais également d'été. Donc, on est en capacité de vous conseiller et derrière
vous faire l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, hein. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur tous ces volets, les DPE immeubles aussi, hein, qui reprennent un peu du poil de la bête avec les plans prévisionnels de travaux, qui nécessitent donc de faire des DPE par échantillonnage représentatif de vos immeubles. Donc, ça concernera l'ensemble des copropriétés qui ont plus de 15 ans dès le 1er janvier, hein. Donc, ne prenez pas trop de retard. Thomas, après, c'est bien, Ouais. on a fait de la jolie maquette, mais il faut l'exploiter. On a fait de la maquette, on a fait l'exécution, on a suivi tout ce qui s'était passé durant la phase du projet et forcément, c'est le moment de livrer. C'est le moment de livrer le bâtiment en tant que tel, mais aussi toutes les informations. La valeur de la donnée dans un bâtiment va croître dans les années qui viennent. Ça devient vraiment une donnée sensible, une donnée importante, à la fois pour la gestion, l'exploitation, on en a parlé, mais pareil, mais pour la valorisation même du bien. Et donc d'avoir un DOE complet le plus exhaustif, c'est forcément important. Idéalement, dans une maquette 3D qu'on aura produite, et c'est pas pour rien qu'on l'aurait produite à un moment donné. Je tiens aussi à préciser ce point-là, c'est que le DOE, c'est effectivement une base documentaire qui est là, mais c'est surtout aussi une base de données, finalement, un ensemble d'informations qui va s'intégrer dans un écosystème d'applications de gestion. Et là aussi, venez discuter avec nous sur ces sujets parce qu'on travaille beaucoup avec à la fois des partenaires, mais aussi certains de nos clients qui ont ces problématiques-là, pour comprendre comment on va vous livrer, comment on va vous donner et fournir cette information de manière à ce que vous puissiez l'exploiter et l'utiliser le plus simplement possible, on va dire le plus naturellement possible dans votre quotidien auprès de toutes vos équipes. Donc, phase importante et qui est souvent longue, mais qui est fondamentale dans l'étape de livraison. Et puis, pardon, voilà. Alors, il y a un petit sujet aussi, assez souvent, c'est il va falloir faire vivre tout ça. Comment est-ce que Gexpertise peut aider? On a développé un service qui s'appelle MapCare. En fait, on est votre bureau de dessin externalisé. Voilà. C'est tout. Vous prenez un carnet de jetons, tickets, et puis vous dites quels sont tous les collaborateurs ou les coéquipiers qui ont le droit de passer des commandes. Ça évite de repasser des commandes à chaque fois. Nous ne repassons pas sur le site. Par contre, nous mettons à jour les plans, alors que ce soit du plan, de la maquette, n'importe quel type de graphisme, et on le ressort immédiatement avec des recalculs de surface, des modifications. Alors ça, vous savez, ça peut être en gestion, ça peut être une cloison, une porte, mais ça peut être plus important, avec des plans qui ont été fournis, par exemple, par l'entreprise qui a fait tous les travaux secondaires et tout. Donc ça, c'est vraiment le bureau de dessin externalisé. Pourquoi? Parce que c'est dommage d'avoir des plans, d'avoir une base documentaire et qu'elle ne soit pas à jour. Donc on met à jour. Et puis il y a un deuxième volet de MapCare où là, on repasse sur les sites. Là, c'est un contrat qu'on a avec nos clients, on repasse une fois par an. Et on remet à jour de façon à chaque fois que la base de données soit à jour, parce que sinon, c'est un petit peu moins intéressant et c'est sujet à caution. Et je tiens à peu près mon planning. Alors en conclusion, les convictions de Gexpertise. La première chose, c'est que c'est comme pas mal de réfléchir avant d'agir, généralement c'est pas idiot, mais je crois que ça prend tout son sens en réhabilitation. Il faut les études en amont, et c'est vrai, la réhabilitation coûte plus cher, et notamment en études. Que le travail collaboratif est fondamental, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est pas que pour le processus BIM, c'est qu'assez souvent, quand on va regarder un site avec vous, en amont, si vous nous intégrez, on va pouvoir imaginer l'ensemble des moments où il y a une contribution. Ça coûte pas cher, ça coûte rien. C'est le moment de la réflexion et des devis qui vous permettent après d'intégrer ça à la fois dans votre planning prévisionnel, dans les durées d'intervention, parce que de temps en temps, il y a des prestations, c'est un curseur qui se déplace, c'est pas un curseur qui se compresse. Ça arrive que ça nous soit demandé, mais c'est difficile. Et donc, d'être beaucoup plus efficace dans la façon de penser le planning, et puis ses coûts, bien entendu. L'autre chose, c'est ce qu'on voyait juste avant pour la gestion présentée par Thomas, c'est que de plus en plus de bâtiments deviennent les banques d'organes des bâtiments à venir. Vous avez des bâtiments de bureaux qui ont été construits dans les 10 dernières années qui ne trouvent pas leur clientèle, qui vont devoir devenir quelque chose d'autre. Donc, est-ce qu'ils sont banques d'organes? Est-ce qu'il faut les transformer? D'où l'importance de connaître les composants du bâtiment. Exactement comme en industrie, on connaît les composants d'un bâtiment ou d'un équipement, un bâtiment militaire par exemple. Et puis, quand on fait du BIM,
il faut qu'il y ait un BIM manager parce que sinon c'est compliqué. Il faut vraiment que ce soit collaboratif. Et pour les projets, pour aider tous les services instructeurs et les services politiques des villes qui n'ont pas la tâche facile quelquefois avec leur population, qui veut un peu tout son contraire, il faut oser la simulation numérique à la fois pour la performance d'un bâtiment, mais pour leur donner de la matière. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tous les outils qu'il faut pour pouvoir oser beaucoup plus de simulation. C'est quand même pas du tout assez développé. Et puis, le curage qu'a évoqué notamment Thomas tout à l'heure, il faut vraiment systématiser en réhabilitation les levées après curage et les valoriser, c'est-à-dire les recaler. C'est compliqué pour nos amis archi, d'où l'importance de la sortie et de la comparaison pour sortir en fait les 7 erreurs en fonction des tolérances. Et il y a un travail très collaboratif à faire avec les archis, parce que leur dire uniquement tenez, voilà les plans après curage et débrouillez-vous, honnêtement pour eux c'est compliqué, ils ont fait tous leurs projets et tout. Par contre, venir en ressortir les différences, les écarts, etc., ça peut leur permettre d'arbitrer ce qui est important de ce qui n'est pas important. Encore une fois, l'idée étant de leur simplifier, pardonnez-moi la vie, et systématiser la synthèse pendant le chantier, après le chantier. Assez souvent en conception neuf, on fait surtout de la synthèse en amont et puis il n'y en a pas trop pendant la construction. Là, en réhabilitation, s'il n'y a pas de synthèse pendant le chantier, on s'expose quelquefois à des déconvenues un petit peu importantes, notamment en termes de délai. Puis là, vous avez la trombine des... Alors tiens, il y a une erreur, c'était pas Boris qui devait être là, c'était Olivier Minot, mais c'est pas grave, Boris il dirige l'agence PACA. Vous nous avez là, sachant que Léa qui est présente mais silencieuse dans la présentation est votre point d'entrée privilégié et ne manquera pas de vous envoyer un petit document à la fin de ce webinaire et on a plutôt bien tenu. Alors, y a-t-il quelques questions ou pas? Ou expériences vécues douloureuses ou au contraire sympathiques? Je vois qu'il est marqué certificat de conformité, la SDP est un sujet. 3 petits points. Alors, j'étais pas dans le chat, donc ça y est, je viens de découvrir le chat. Tac, 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 tac. Pardon, oh là là, j'y étais pas du tout. D'accord. Mais oui, voilà. Alors, pardon. Alors, nous avons... Ça, c'est Léa. Léa. Il y a Lucas qui nous a dit... Attendez. Pam. Pardonnez-moi, je reprends. C'est intéressant de faire une simulation. J'ai perdu mon truc. Oui, la BD, merci Léa, c'est celle-là. Les PMD, tu en as parlé. C'est format d'Autodesk, très bien, absolument. Il y a un très chouette logiciel et très facile d'utilisation. La SDP, on en parle quand vous voulez. Quels sont les défis juridiques liés au changement de destination des bâtiments et à la réhabilitation? Comment peut-on les surmonter? Marie-Paul, là, vous lancez le bon sujet, le sujet le plus compliqué. Alors, ça va dépendre fondamentalement des services instructeurs. D'abord, c'est important de remonter dans l'historique. Vous savez que, en tout cas, notamment pour c'est très sensible à la ville de Paris. Et avant la révision sur le sujet, maintenant c'est la révision foncière de 70, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut vraiment regarder ce qui a été déclaré à la révision de 70 et puis remonter. Maintenant, c'est de pouvoir influer après sur les services politiques pour pouvoir transformer leur ville dans le cadre des refontes des PLU, ce qui est très peu fait. Alors peut-être que c'est pas la réponse que vous imaginiez, parce que il y a les défis qui vont être est-ce que je peux transformer du bureau en logement, du logement en bureau, du bureau en logement, il n'y a jamais de souci. Hein. Ça, généralement, globalement, ça va à peu près. Quoique les villes de plus en plus ont un problème d'aménité, de crèches, d'écoles et tout ça qu'ils sont obligés de créer. Et très souvent, vous avez du logement social. Moi, j'ai un mandat au sein d'Action Logement, donc j'ai cette chance de pouvoir entendre un petit peu les affres dont souffrent nos amis bailleurs sociaux. Les villes les accueillent pas toujours très bien, même si pourtant ils ont profondément besoin d'eux, mais parce que ça leur génère des surcoûts en équipement. Et en fonctionnement avec des contributions qui ne sont pas toujours les mêmes que de la population qui arrive en accession libre. Alors, c'est pas toujours vrai, hein, ce que je dis. Maintenant, sur le changement juridique, je suis assez
effaré, le mot est fort, mais étonné que dans les refontes de PLU ou de PLUI, on ne donne pas suffisamment matière à comprendre quelle serait la transformation et l'effet d'une transformation à des gens qu'on sollicite. En fait, ce sont des fausses concertations, très honnêtement. On leur montre des plans, on leur dit qu'est-ce que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? On veut surtout que vous touchiez à rien. Alors que si on leur montrait par plein de petites simulations, ils poseraient des hypothèses. Nous, on est capable de le faire. Ils poseraient des hypothèses, on leur montrerait ce que ça donne, un petit 4 étages, un 3 étages, un machin, un truc. Ils verraient qu'en fait, même du pavillonnaire pourrait devenir extrêmement agréable avec des petits collectifs répartis de temps en temps, mixer des opérations comme Cœur d'ici, par exemple, où ça mixe vraiment, c'est Altaria Cogedim qui a fait ça, avec vraiment du commerce, du bureau, du logement social, l'accession. Honnêtement, c'est impossible de voir la différence entre l'accession et le social. C'est très très bien fait. Ça répond pas exactement à ce que vous me demandez, je pense, Marie-Paul, mais après, c'est vraiment creusé. Alors, on fait beaucoup de choses dans le cadre de sessions où on va au sein des mairies, on fait de la recherche d'historique pour pouvoir déterminer précisément ce qu'était l'actif avant, quels sont ses droits acquis, de façon à pouvoir les utiliser. Mais voilà ce que je peux répondre pour l'instant. En face à moi, lorsque nous récupérons des relevés des existants, ils sont juste géométriques, absolument. Très souvent, trop souvent, et non paramétriques. Alors, là, ce qu'on peut faire, Martin, c'est d'abord travailler avec la base documentaire, ce qu'évoquait Thomas un peu tout à l'heure. C'est-à-dire quand on nous le demande, plutôt que faire un relevé géométrique, et c'est vrai, c'est très insatisfaisant, eh bien, et c'est l'intérêt de nos équipes qui ont des maîtres d'œuvre d'exécution en interne et des économistes, c'est qu'ils comprennent, eux, les composants. Le géomètre, à la base, dans sa formation, ne sait pas lire un bâtiment. Il sait lire du foncier, il sait mesurer un bâtiment, mais il ne sait pas le lire. Un architecte sait le faire. Et c'est la combinaison des deux, notamment avec les bases documentaires, si on va les récupérer ou si on les fournit, qui permettent en fait de poser des hypothèses constructives et donc de gagner beaucoup de temps. Après, si on nous sollicite, vous voyez, même des fenêtres, on est capable de les faire au dixième, s'il le faut, et de les refaire exactement telles qu'elles vont permettre d'être reproduites. Tout est une question de définition du load en amont, de comment on va travailler, un petit peu du coût, parce que forcément, c'est pas le même travail, et donc de comparer des travaux comparables. D'où ce travail fort avec l'architecte en amont, dès la réflexion du début de nos relevés. La position de ces workflows par rapport à la rentrée en jeu des années à venir des applications IA. Oui, alors je laisserai aussi Thomas répondre là-dessus, sachant que on travaille beaucoup sur ces sujets, pas spécialement j'expertise, mais aussi dans le cadre des différents mandats que je peux avoir, que ce soit au CODEF de la métropole du Grand Paris, que ce soit dans les acteurs du Grand Paris et autres. Et il y a beaucoup de confusion de temps en temps qui sont, on confond juste de l'algorithmie et une base de données structurée avec l'IA. L'IA va se nourrir de bases de données structurées, etc., si elle y a accès. Et l'IA a ceci d'absolument passionnant, c'est qu'elle peut permettre de proposer des sujets sur des informations qui étaient totalement disjointes ou décorrélées, et en les corrélant grâce à sa masse d'informations. Et elle a la possibilité d'améliorer, de faire gagner du temps. Et je pense que dans les processus vous prenez par exemple au niveau des relevés, nous dans les processus de reconnaissance de matériaux, il y a de l'IA aujourd'hui qui permet aussi d'aller plus vite sur la reconnaissance des modes constructifs, de tout un tas de choses comme ça. Maintenant, c'est quand même pas encore génial. Et là où c'est le plus efficace, c'est surtout dans la gestion de projet. Vous avez une équipe qui a fait ça. C'est pas encore fait chez nous. C'est sur l'optimisation et l'analyse des dérives de chantier. C'est de voir, rien que par l'analyse des échanges entre tous les intervenants, par les mails, par toutes ces choses-là, de voir le moment où il y a un chantier qui est en train de dériver et qui va devenir compliqué par la suite. Et très souvent, ce sont des signaux faibles. Donc là, l'IA va apporter quelque chose, entre autres. Mais la réflexion il faudrait qu'on se fasse un truc totalement à part, Lucas. Je pense là-dessus, on en reparlera dans pas longtemps, je pense. Modélisez-vous les déformations des bâtiments à réhabiliter? Oui. Alors, j'en ai pas suffisamment, peut-être, j'ai pas insisté suffisamment. Je le montrais sur une héberge, mais bien entendu, avec les ISO-IPS, qui vont permettre ce rendu colorimétrique que vous évoquez et qui va permettre, grâce à ça, grâce à un plan de référence, de voir toutes les déformations et grâce à ça de se dire ça je peux l'absorber, ça je peux pas l'absorber. Oui, bien entendu, nous le faisons. Et que ce soit verticalement ou horizontalement. En fait, en fonction d'un plan. De la même façon qu'on va le faire en volume,
après un curage, si on vient comparer la maquette, la numérisation complète après curage par rapport à la maquette des existants ou la maquette projetée qui a été faite par le maître d'œuvre de conception, par l'architecte. J'espère que ça répond à votre question. Il y a une question qui est en train de se taper par Eric. Un autre Eric. C'est une génération, ça. Je profite du blanc, du coup, aussi pour repréciser un point sur l'IA. Et sur un peu tous ces sujets d'innovation, on travaille depuis des années et Eric et Léa ont initié ça il y a quelques temps avec aussi un réseau de partenaires. Hein. On n'a pas la prétention de tout faire et de tout savoir sur tout. On a des capacités d'implémentation de nouvelles technologies et on a un pôle qui permet de faire ça dans les équipes, mais on s'appuie aussi sur toutes ces notions-là avec un vrai réseau de partenaires qu'on partage. Certains sont dans la salle, donc ils se reconnaîtront pour travailler ces sujets-là et comprendre comment il peut y avoir une convergence des données dans des outils ou dans des cas d'usage. Et c'est aussi là-dessus qu'on s'appuie pour tout ça. Alors, pour répondre à Eric sur la partie MH, oui, c'est plus difficile de modéliser un monument historique que de modéliser un bâtiment plus récent, plus classique aujourd'hui, pour une raison fondamentale. C'est pas tellement sa complexité de forme, parce que ça, vraiment, les outils sont super pour ça. C'est la question de la rationalisation. Quand on fait le relevé, mais même d'un mur totalement plat avec un coup de scanner, je vais arriver sur le XVIe siècle. Mais on va, plus on zoome, plus on va avoir des aspérités. Bien entendu, on va rationaliser. Donc de cette image qui paraît évidente, on va tirer juste un trait du début à la fin du mur, alors que pourtant, quand on zoome de très près, rien que les grains de la peinture, ça fait comme ça. Quand on relève un bâtiment haussmannien, par exemple, c'est pas complètement du MH, c'est du patrimonial, ça dépend un petit peu comment il est fait. Quand on va relever les cadres des fenêtres et toutes ces choses-là, on va rationaliser. C'est-à-dire que s'il y a des petits écarts de 5 mm sur les linteaux et tout ça, si à l'architecte, on lui donne des petits biais, des machins, ça va être infernal à gérer pour lui. Il le souhaite pas, il n'en a pas besoin, donc on va rationaliser. En MH pur, en monument historique, on rationalise extrêmement peu. Parce que ce que va vouloir la CMH ou ce que vont vouloir les concepteurs et tout, c'est d'avoir toutes ces déformations. Ce qui fait qu'en fait, on va passer, mais il va quand même falloir rationaliser certaines choses. Si on veut vraiment être en maquette pure, en mode objet, on est obligé de rationaliser. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des courbes, des NURBS, des choses comme ça. Donc, on va sortir du maillage sur nuage de points, qui est une forme et on n'est pas en mode constructif. Vous voyez, on n'est plus tellement en mode paramétrique. Mais très souvent, 90% du bâtiment arrive à être traité quand même complètement. Je ne sais pas, dites-moi si ça répond parfaitement à votre question. Et sans ça, on pourra en parler, on pourra vous envoyer, on a une plaquette MH bien spécifique et on en discutera parce que oui, le diagnostic est primordial et notamment l'état sanitaire avec les orthophotos et autres. Mais je risque d'être trop long, donc je suis en train de me faire rattraper par la police qui en l'occurrence s'appelle Léa et on en discutera avec grand plaisir, Eric. Et je vous souhaite donc à tous, surtout n'hésitez pas. La réalité virtuelle, elle commence à être utilisée, notamment en réalité augmentée, au moment justement du curage, vous voyez. Là, c'est pas mal. Et puis après, du suivi de chantier et de la synthèse. Et pareil, Marie-Paul, si vous voulez qu'on aborde plus le sujet, bah, écoutez, on est à votre disposition et on creusera beaucoup plus ce sujet. Mais si vous étiez peut-être sur la réalité virtuelle qui était dès la phase conception, et là aujourd'hui, oui, il y a plein d'outils là-dessus, notamment avec des partenaires qu'évoquait Thomas. Voilà. Moi, je suis encore disponible, mais je sais pas, Léa, il y a un timing qui coupe ou pour l'instant, je peux continuer à répondre. Moi, je suis toujours dispo pour répondre aux questions. Surtout qu'il y a Martin qui est en train de taper une question, je voudrais pas frustrer. Ah ben voilà, non, c'est très gentil. Écoutez, c'était très sympa d'être venu vous connecter. Merci beaucoup. Vous voyez, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire dans le respect des professions de chacun, parce que voilà, vous avez tous on a tous des choses à s'apporter. Et en réa, il faut vraiment se parler.
Ce sera ma conclusion avec un très grand merci pour votre participation. Et puis merci à Thomas et Ludovic de m'avoir accompagné et Léa d'avoir organisé et administré ce webinaire. Merci à chacun.